petit matin d'hiver. C'est au cœur de ce bois qu'habite François Picot. Il est forestier. Jurassien d'origine, il exerce depuis 15 ans son métier dans un lieu pas banal. Je suis dans un cadre idyllique, c'est vrai, à 10 minutes des Champs-Élysées. On oublie, on est vraiment là. Moi, je pense même plus à Paris à des moments. Je suis vraiment au cœur du bois. Voilà, la nature. Si loin et si proche de Paris en même temps, c'est le bois de Boulogne. Et ce matin ici, l'ambiance n'est pas bien différente de celle du Jura. Bûcherons et forestiers sont à l'œuvre pour éclaircir cette futaie. Celui-ci, il a été sélectionné à l'abattage parce qu'il a le houppier coincé. François Picot lui imprime donc la marque de l'abattage. Sur le marteau, il y a 2 lettres, c'est BB, donc bois de Boulogne. Et au bois de Vincennes, il y a le même, mais BV, donc bois de Vincennes. Hiver comme été, le bois de Boulogne, avec ses presque 850 hectares, c'est le poumon droit de Paris. À l'opposé, Vincennes, c'est le poumon gauche. Entre, il y a le parc Montsouris, les buttes Chaumont et une vingtaine de squares de quartier. Des espaces de verdure créés de toutes pièces par Napoléon III il y a 150 ans. Car l'empereur tant décrié fut aussi le plus grand jardinier de la capitale. Sous son règne, 600 000 arbres sont plantés. 600 000 arbres qui nous aident aujourd'hui à respirer. Retour au bois de Boulogne dimanche matin. Les lève-tôt profitent pleinement des lieux. Un décor qui doit tout à Napoléon III. Napoléon Bonaparte découvre une capitale dont il devient président de la République, absolument dans un état effroyable, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Les épidémies font des ravages, en particulier le choléra, mais un tas d'autres. Il n'y a pas d'arbres dans Paris. Tous les arbres ont été rasés, il n'y en a plus. Donc il demande justement à Haussmann de donner de l'air et de l'eau à sa capitale. Les grands travaux du baron Haussmann débutent alors. Paris est éventré et entre dans la modernité. Au bois de Boulogne, Napoléon III s'inspire de Hyde Park, le grand jardin de Londres qu'il connaît bien. Il fait construire 2 lacs artificiels, des promenades, des belvédères, là où il n'y avait avant qu'un coupe-gorge misérable. L'empereur veut que les Parisiens s'oxygènent enfin. Et pour les attirer, il mise sur une ambiance digne des alpages suisses. Le chalet des îles, aujourd'hui un restaurant, en est un vestige. Ça s'appelait les chalets à roulettes à l'époque. C'est-à-dire c'est des chalets qui étaient amenés par train, par chemin de fer, entièrement démontés et montés directement sur place. Donc celui-là a été le premier à Paris, qui a été fait comme ça. Il y avait une frise en fait, en allemand, qui disait je viens de la vallée de l'Aar, je viens vous montrer ce que sont les Alpes. Mais le clou du bois, ce qui attire ici les foules, c'est ceci, la grande cascade. Une complète création. Ici, il n'y avait même pas d'eau. On s'y retrouvait, on s'y donnait rendez-vous, on se draguait, on parlait sérieusement, enfin tout, voilà. C'était le Niagara de Paris, quoi, les chutes du Niagara. Ah oui, c'était même peut-être encore plus important. À l'époque, ils devaient voir ça comme étant encore plus gros, plus grand, quoi. Ça paraissait absolument colossal, hein, de toute façon. Hein. Et puis c'est toujours dans l'idée justement du bois de Boulogne, c'était un bout de montagne à côté de Paris, avec des rochers. Pour la construire, 4000 mètres cubes de rochers sont charriés depuis Fontainebleau. Jean-Charles Alphand, l'architecte, imagine même un parcours incroyable pour l'époque, à l'intérieur de la cascade.
faut imaginer là ce que ce devait être pour les femmes de l'époque avec leurs robes. Et encore là, c'est un des grands passages, à peu près large. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus étroits. Comme celui-ci, qui mène à la grotte supérieure. Les Parisiens, dans leur grande majorité, n'ont jamais vu une montagne, encore moins ses entrailles. Alors même si tout cela est factice, le succès est immédiat. Le parcours se termine au sommet, où l'on immortalise la balade. C'était le début de la photo, mais il y a beaucoup de familles qui se faisaient photographier ici, en fait. Il y a des photos de dames comme ça, assises, avec des fauteuils pliants, en fait, voilà, et qui posent devant ce point culminant des grandes hauteurs. Après la promenade, on se ravitaille juste à côté, au restaurant du même nom. La Grande Cascade. Un haut lieu de la gastronomie qu'il est resté aujourd'hui. Le concept de restaurant prend ici toute sa mesure. Inventé au lendemain de la Révolution, c'est sous le Second Empire qu'il se démocratise et connaît un réel engouement. Ça a été un succès foudroyant. Et la Cascade était le lieu de toute la high society, la gentry, tous ces noms qu'on donnait à l'époque pour la très haute société en fait parisienne, qui venaient en voiture, à pied ou à cheval. On utilisait déjà des anglicismes. Ah oui, Napoléon III venait d'Angleterre, donc c'était très chic de parler anglais. Puis c'était un modèle de cour. On recréait une nouvelle cour, donc la cour d'Angleterre était une référence. On recrée une cour bourgeoise. Et encore une fois, le factice est de mise. Napoléon III trouvait que les couverts en argent massif étaient trop chers. Donc, il a lancé la mode des couverts en Suols. C'est en fait du métal argenté. Voilà. Donc on passe de l'argent massif au métal argenté, c'est pour faire comme si, alors. C'est pour faire comme si, exactement. Et en même temps, c'est économique, bon, en tout cas pour la bourgeoisie. Pour attirer cette bourgeoisie, les cuisiniers redoublent d'inventivité. À la Grande Cascade, Frédéric Robert est l'héritier de cette tradition créative. Ça, c'est une garniture financière avec des crêtes de coq, des champignons de Paris, trompettes de la mort, olives, un petit jus de veau. Et on dresse l'agneau. L'huître, elle est au chaud, là? La bourgeoisie s'empare alors des recettes de la noblesse, comme le lièvre à la royale. Un grand classique, revisité par Frédéric Robert. Dans cette farce, vous avez de la chair de lièvre, un mignon de veau, mignon de porc, un mélange d'oignons confits et d'échalotes. Ensuite, je vais mettre le foie gras, de la truffe fraîche. Je vais rajouter du cognac, de l'armagnac. Une diversité de produits qui nous semble aujourd'hui banale. Pourtant, c'est le fruit d'une révolution qui date du Second Empire. Grâce au train, les denrées voyagent dans toute la France. Ça a permis aux cuisiniers aussi d'ouvrir les horizons et de plus faire une cuisine qui était régionale. C'est-à-dire que vous alliez dans le sud-ouest, vous mangiez des truffes, du foie gras, vous alliez sur les côtes atlantiques ou les côtes de la Manche, là vous alliez manger du poisson. À Paris, on retrouve tous ces produits qui vont permettre aux cuisiniers de pouvoir élargir leurs cartes, élargir leurs plats et proposer aux clients des cartes avec 15-20 plats différents de toutes les régions de France. Désossé, farci, recousu. Le lièvre est ensuite enfourné pour 4 heures dans une sauce au vin. Un four qui fonctionne grâce à une autre grande nouveauté de l'époque, le gaz. Le gaz fait son entrée dans les villes, on commence à éclairer les villes au gaz, l'entrée dans les cuisines, l'entrée aussi chez les particuliers, quoi. C'est une grosse révolution, ça va tout changer. Pour moi, cuisinier, le gaz, ça vit, on le maîtrise au quart de seconde, ça répond, c'est génial, quoi. Coupé en tranches et arrosé d'une sauce au vin, c'est ainsi que le plat des rois, puis des bourgeois, est devenu un incontournable de la cuisine française. On y va un lièvre à la royale, là. Table haute. Merci.